Merci Quentin pour cette invitation. Merci Omar Victor et merci Louison pour nos conversations préparatoires dans les jours qui ont précédé cette rencontre. Et puis merci à vous d'être si nombreux dans le public. Pour commencer, c'est Louison qui va vous présenter l'œuvre de Omar Victor. Alors, Omar Victor, vous êtes né en 80 à Dakar, la capitale du Sénégal. Avant de commencer la photographie, vous avez eu une carrière en communication d'entreprise. En 2012, vous décidez de vous lancer en autodidacte dans la photographie. Vos photos vont attirer l'attention de galeries, de biennales, de grands musées comme le Brooklyn Museum, la Fondation Louis Vuitton ou encore l'Espace 54. Vous avez participé à des festivals comme les rencontres de la photographie à Arles. Actuellement, vous exposez avec Lee Schumann à la Edwin Hook Gallery à New York. Vous exposez aussi en Allemagne dans une exposition collective qui se nomme The True Size of Africa. Et vous participez aussi au Japon au festival Kyoto Photographie. Prochainement, vous exposerez à la Fondation Bernardo à Limoges, au festival Vichy Portrait et à la Biennale Momenta à Montréal. Aujourd'hui, on va vous interroger sur les histoires et les identités des personnes noires en Afrique que vous montrez dans vos photographies. On va parler aussi de l'esthétique, de la variété colorée, des contrastes et des textiles de vos photographies. Et on va s'interroger sur le concept de beauté dans ce dialogue. Et donc un mot sur vos recherches, Louison, puisque vous êtes, comme Quentin le disait, doctorante. Vous avez fait une licence en histoire de l'art à la Sorbonne, suivie d'un master à l'EHESS, qui portait déjà sur le sujet de votre thèse, une thèse en anthropologie que vous réalisez avec les outils de l'histoire de l'art, donc un peu à la croisée des disciplines. Votre directeur de recherche est Jean-Bernard Ouedraogo. Et votre sujet, c'est l'évolution de l'image des mannequins noirs dans le système de la mode, c'est-à-dire dans les magazines en France, des années 60 à aujourd'hui. Donc il est question de Ted Lapidus, de Jacques Esterel, de Saint-Laurent, des mannequins Katusha, Mounia, Naomi Campbell ou encore Grace Jones, dont on reparlera. Des images qui sont sorties dans Vogue, dans Elle, dans Jardin des modes et aussi dans Vogue Homme, puisque vous vous occupez aussi des mannequins hommes. Donc en fait, vous cherchez à comprendre la façon dont, dans le contexte français, les lecteurs et les lectrices de ces magazines se sont appropriés ces images des mannequins noirs. En d'autres termes, comment le mannequin noir devient la représentation d'une femme française ou d'un homme français dans ces magazines de mode, depuis les premières apparitions qui sont assez stéréotypées, jusqu'à leur renouvellement contemporain. Et donc, nous avons préparé ensemble cette rencontre avec Omar Victor Diop. Alors, sans plus attendre, Louison, c'est à vous. Je commence. Donc, on va revenir un peu sur votre enfance. Est-ce que l'art était déjà présent dans votre enfance? Est-ce qu'il y avait des musées que vous visitiez? Quel regard vous portiez sur l'art? Tout d'abord, bonsoir et merci d'être là. Je suis ravi de pouvoir passer ce moment avec vous. Pour revenir à ta question, l'art était présent, je n'en avais peut-être pas conscience, mais je dis toujours que la base de ma culture photographique, visuelle, c'est la photographie de studio à la sénégalaise, à la malienne, c'est les albums de photos. J'ai mon grand-père, Omar Victor Diop, dont je porte le nom très fièrement d'ailleurs, avait son portrait tiré par Mama Kassé, qui est un monument de la photographie sénégalaise et ouest-africaine. Donc j'ai baigné dans cette culture visuelle-là, et puis les magazines africains, Amina Magazine, Jeune Afrique, la presse française aussi. Toute la pop music, on parlait de Grace Jones et donc on parle forcément de Jean-Paul Goude, la pub Kodak, je l'ai vu en même temps que les enfants français de mon âge. Donc j'ai grandi dans ce bouillonnement visuel, peut-être avec un peu moins de musées qu'un jeune Parisien, parce que forcément on en avait moins, on en a toujours moins. Mais c'est un peu la base de ce qui après a été
mon puits d'inspiration dans lequel je continue encore à puiser pour faire mes images. Est-ce que parmi ces photographes que vous citez, peut-être aussi Seydou Keïta ou Malik Sidibé, Absolument, oui. est-ce que vous avez eu des rencontres, est-ce que vous avez eu des maîtres, des rencontres fortes, enfin des rencontres un peu caractéristiques? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Malik Sidibé lors des rencontres photographiques de Bamako en 2011. Mais bon, c'était vraiment, j'étais encore tout bébé. Je pense que je ne réalisais même pas moi-même l'énormité du personnage et de son portfolio et de sa contribution à finalement ce qui a été la base de la reconnaissance de la création contemporaine africaine. Je pense que si maintenant, un jeune Sénégalais, je me considère encore jeune, Sénégalais a la chance d'être ici avec vous pour parler de mes bricolages visuels, c'est parce que il y a eu des gens comme Malik Sidibé, des gens comme Seydou Keïta. J'ai un amour fou pour le travail de Seydou Keïta, qui est un énorme portraitiste. Un portrait de Seydou Keïta, c'est une lettre d'amour. Quand on regarde un portrait fait par Seydou Keïta, on a l'impression, ça en est presque gênant, on a l'impression d'assister à une conversation amoureuse. C'est vraiment très 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 beau. Et il avait cette façon ça se sent, de mettre les gens à l'aise et leur montrer comment ils étaient beaux. Et dans le contexte de chez moi, faire un portrait, c'est un peu envoyer une lettre, une carte postale au futur, parce qu'on sait que les descendants verront cette photo. Quand on vient chez moi, jusqu'à présent, après le verre d'eau, c'est l'album de famille, c'est un peu notre carte visite. C'est aussi une façon d'inviter la personne à venir plus dans nous, j'ai envie de dire. Là, je suis parti dans une envolée sur Seydou Keïta. C'est juste pour vous dire combien c'est important pour moi de m'inscrire dans cette lignée de faiseurs d'images, de narrateurs, cette lignée d'Africains dans le monde, solidement ancrés sur leurs racines, mais qui levaient la tête et regardaient le monde d'égal à égal et ont contribué en toute générosité. Est-ce que vous avez eu des rencontres fondatrices en dehors de l'art? Alors, des rencontres fondatrices en dehors de l'art, bon, s'il était là, il serait extrêmement gêné, mais je vais le citer, un photographe qui s'appelle Antoine Tempé, qui est un grand ami, qui a été le premier à regarder ces photos que je faisais le dimanche dans ma cour arrière et que je faisais pour le fun. J'avais ma meilleure copine Yacine, qui avait été mannequin quand on était étudiant, qui venait et puis on s'amusait. Je bricolais des tenues avec tout ce qui me tombait sur les mains, des vieux sacs en papier, des vieux sacs en jute, et on s'amusait à faire un magazine fictif du futur, où en fait un futur où il serait de très mauvais goût de porter du neuf, et qu'il fallait le chic du chic, c'était vraiment de porter des choses qui avaient vécu. C'était mon premier projet, mais pendant que je faisais ces photos, je ne les considérais même pas comme un projet, c'était juste un exutoire, je jouais au photographe. Et donc Antoine a été celui qui m'a tenu la jambe pendant des mois et des semaines. Il faut absolument que tu envoies ça aux rencontres de Bamako. T'en as combien? T'en as 11, rajoute-en 4, il en faut 15, vas-y. Et j'ai déposé un dossier, une enveloppe comme ça, à la va-vite, à ma pause déj, à l'Institut français qui recevait les candidatures, et j'ai complètement oublié, tellement que quand j'ai reçu le mail des co-commissaires, Laura Serrani et Mishket Krifa, je n'y ai pas cru, j'ai cru que c'était une blague. Et donc, on dit que les gens devraient recevoir leurs fleurs de leur vivant. Je renverrai un message ce soir à Antoine
pour lui dire que ses conseils m'ont emmené quand même là où je suis. Donc ça tient à rien, ça tient à pas forcément une légende ou quelqu'un qu'on admire. Des fois, il suffit juste de cet ami-là qui vous pousse et puis voilà, ça peut aller loin. Un peu dans cet ordre d'idées, j'ai été frappée par le fait que vous avez eu une première vie professionnelle à la suite d'un diplôme de l'ESCP, de l'École supérieure de commerce que vous avez eu, et vous avez changé de vie. Qu'est-ce que c'est que changer de vie? Qu'est-ce que c'est que prendre des risques? C'est terrifiant. Je pense que la première année, je pense que toute ma famille et moi-même pensions que j'étais devenu fou et que j'avais besoin. On pensait que c'était un petit burn-out parce que j'ai toujours été un bon élève. J'ai toujours fait ce que les parents pensaient judicieux. Chez nous, nous sommes une fratrie de 6, 3 filles, 3 garçons dans cet ordre-là. Les filles font droit, les garçons font finance compta, quoi. Parce que papa est expert comptable et maman est avocate. Donc j'étais le dernier, je me suis plié à ça. Heureusement, j'étais pas mauvais. J'ai toujours été un garçon qui faisait pas de vagues, mais qui avait son imaginaire à lui et qui arrivait à jouer tout seul. C'était risqué, mais c'est un risque calculé aussi, parce que j'avais un bon début de carrière. J'avais, sur une période de 2 ans, constitué un petit matelas d'épargne. Je m'étais équipé. Et puis, je me disais qu'à 31, 32 ans, je pouvais, si je me retrouvais à aller manger chez mes parents, je serais encore assez jeune et avec un CV assez bon pour rentrer dans les rangs, quoi. Je me rappelle, pour parler du côté stressant de la chose, j'ai fait des campagnes publicitaires. À un moment donné, à Dakar, une bonne partie de tout ce qu'il y avait comme affiches publicitaires grand format dans toutes les rues de Dakar, c'était des choses que je faisais. J'étais le nouveau jeune photographe qui essayait pas de reproduire des photos vues ailleurs, et j'étais l'alternative aux photos achetées sur Getty de couples afro-américains censés représenter des Dakarois. Donc j'étais un produit de choix et j'étais pas cher en plus parce que je ne demandais qu'à travailler. Et sur le côté technique de la chose, il m'arrivait, ma technique c'était de cacher le manuel d'instruction de mon appareil dans les toilettes. Et comme ça, quand j'avais un truc que je ne savais pas faire, parce qu'il ne fallait surtout pas perdre la face devant le client, je faisais une pause pipi et puis j'allais voir comment cette histoire d'ISO, comment ça se gère, comment je vérifie que je shoot en RAW et pas en JPEG. J'ai vraiment appris sur le tas. Je suis entré dans cette histoire de photo par la fenêtre et j'en suis très fier, quoi, parce que je pense que ça me donne une patte, ça me donne une liberté que je revendique. Et est-ce que de cette première vie, il reste quelque chose? Ah oui, il reste le côté gestionnaire de projet. J'écris tout avant de le faire. Derrière chacun de ces autoportraits, il y a un texte. Derrière chaque série, il y a un statement avec, pardonnez les anglicismes, mais j'ai travaillé que dans des boîtes anglophones. Il y a les fameux bullet points, le cœur du message et comment je l'articule et comment après je traduis ça de manière visuelle. Ça, c'est resté. Disons, et puis cette façon de réfléchir en termes de projet, j'ai très rarement sorti des images seules. Je fonctionne vraiment en projet et ça vient de mon background corporate, je pense. Et pourquoi avoir choisi la photographie? Est-ce que c'était un moyen d'interroger justement les identités africaines ou les identités noires? Est-ce que aussi c'était un moyen de redonner une capacité d'action aux Africains et aux personnes noires? Alors, il y a un peu de ça, mais surtout, en toute honnêteté, la première raison, c'est que c'était la forme d'art la plus accessible. Si je savais peindre, je n'aurais pas touché un appareil photo. C'est quand même assez démocratique.
Nous sommes tous un peu photographes, avec quel que soit l'appareil qu'on utilise. Et aussi, c'est un outil qui est formidable parce que c'est un miroir. Et je ne parle même pas encore de l'autoportrait qui est venu quelques années plus tard. Mais quand on regarde le portfolio de quelqu'un comme Malik Sidibé, c'est un miroir, ou de Cartier-Bresson, c'est un miroir qui est tourné à la société. Et ça, c'est comme la mode aussi. On montre les aspirations, on montre les peurs, on montre les épanchements, et ça, c'est beau. C'est quand même assez magique. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on l'a incorporé dans notre façon de vivre, nous les êtres humains, mais on est toujours bluffé par la photographie et son pouvoir. Et moi, ayant grandi en Afrique, dans une ville comme Dakar, qui est une ville dans le monde, j'ai été exposé à la culture africaine de la génération de mes parents qui m'ont vu tard. Donc mon père, Dieu le bénisse, mon père a 89 ans et il est en pleine forme, mais ça veut dire qu'il est né avant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père, quand il est né à Dakar, Dakar n'était pas encore une ville, et j'ai ça. Il me l'a transmis, notamment par des photos, notamment par toutes les histoires dans lesquelles j'ai baigné. Et je ne voyais pas ça dans la représentation qui était faite de ma réalité d'Africain. C'est-à-dire que, à mon goût, il y avait un peu trop de savane, un peu trop de girafes, un peu trop de guerre civile, un peu trop de coups d'État. Alors que c'est vrai, il y a ça sur le continent, mais il y a des villes comme Dakar avec des gens comme mes frères et sœurs qui vivent une très belle vie et qui n'ont qu'une envie de partir, qui ne sont pas politiques, qui ont de l'argent propre, qui sont très bien élevés, qui sont cultivés, qui voyagent et qui reviennent. Et j'avais envie de montrer ça. J'avais envie de montrer mes amis artistes qui montaient des collectifs, qui montaient des dossiers, qui trouvaient des financements et qui montaient pour parler couramment, des bêtes d'expo qui étaient très cultivées, qui avaient une culture très poussée dans ce qu'ils aimaient, dans le hip-hop, qui étaient des nerds de l'informatique, ou qui pouvaient te parler de l'histoire de la haute couture française alors qu'ils n'ont jamais vécu en France. J'avais envie de montrer ces gens-là, et la photographie m'a donné cet outil-là. Et donc, bon, c'est une super longue réponse, hein, mais pourquoi la photographie? C'est pour sa versatilité et sa capacité à dire tellement plus qu'une seconde dans la vie de quelqu'un, juste grâce à une image. Ouais. Quand on s'est parlé la première fois, je crois que Koyoko était encore de ce monde. Koyoko, cette commissaire qui dirigeait jusqu'à très récemment le Zeit Moka en Afrique du Sud, et qui a ouvert à Dakar ce lieu, Raw Material Company, qui a été très important, enfin qui est toujours. Est-ce que, par exemple, cet endroit a été dans votre champ de vision important? Oui, on a passé énormément de soirées au Raw Material Company, qui est un lieu de rencontre, un lieu nouveau. Avant le Raw, il y avait d'autres endroits. Il y avait l'Institut français, la Galerie Le Manège, qui a joué un rôle très important pour le développement des initiatives privées. En fait, pour vous donner un peu un contexte socio-économique, les années 90 ont marqué une grosse crise dans des pays comme le mien, avec notamment la dévaluation du franc CFA et toute cette doctrine du Fonds monétaire international qui poussait les États africains à dégraisser et à se concentrer sur les infrastructures. Et tout ça a fait que la culture a été le parent pauvre des politiques publiques de pays comme le Sénégal. Et c'est dire, parce que le Sénégal est quand même un pays qui a eu comme premier président un artiste. Le statut de l'artiste est respecté. C'est un pays qui aime et qui pratique l'art, mais qui a dû moins financer. Et des gens comme Koyo ont pris le relais.
Et il y a eu des carrières qui ont commencé dans ce lieu-là. Moi, j'y ai rencontré des gens qui m'ont exposé dans le monde. J'y ai rencontré des gens que j'ai photographiés. Et j'ai été vraiment abasourdi par la nouvelle de sa disparition. Une femme formidable, discrète, efficace. Vraiment, on a vraiment perdu quelqu'un, quoi. Et quand je dis on, je ne dis pas que l'Afrique et le Sénégal, je dis la communauté artistique mondiale a perdu une soldate en la personne de Koyo. Je voudrais qu'on aborde maintenant l'une de vos premières séries très remarquées, Fashion 2112, Le futur du beau. C'est une série qui date de 2011. Des images justement qui ont été exposées à Bamako. Pour vous, au fond, dans la photographie, le beau, c'est quoi? Alors pour moi, le beau, c'est un langage, c'est un outil. Faire une belle image, quand on a une idée qu'on veut communiquer ou une histoire à raconter, pour moi, c'est une façon de faire toc, 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 tout doucement. C'est une façon de s'inviter. On est tous sensibles au beau. Nous avons tous une relation et notre définition du beau. Mais pour moi, c'est vraiment entrer en toute douceur dans l'imaginaire, en tout cas essayer d'entrer dans l'imaginaire de la personne qui a l'image en face, pour ensuite placer une question, une incitation à la curiosité, une idée. Pour moi, c'est d'abord un outil. Et puis, c'est une nécessité aussi, parce que je suis mon premier public. Et j'ai envie que ça me fasse du bien de regarder mes images, en fait. Et c'est un droit que je m'arroge. J'ai besoin que ça soit beau pour que j'ai envie d'y retourner, que j'ai envie de continuer. Et c'est vraiment un outil, et c'est un langage aussi. La beauté est codifiée aussi. Il y a des choses qui attirent l'œil et qui savent le tenir. On vit dans un monde où on est submergé d'images, on voit des milliers d'images par jour. Dans un scrolling, j'ai envie d'avoir une image qui fait arrêter le pouce pour que la personne se dise pourquoi, comme dans Diaspora avec les ballons de foot, ou ah, c'est bizarre, ou waouh, il y a vraiment beaucoup de couleurs. C'est un outil. Comment vous utilisez la couleur, justement? Comment vous traitez la couleur? Alors, de manière assez instinctive. Encore une fois, il faut que... Ça a l'air très terre-à-terre, hein, mais il faut que ça me plaise. Mais je vais paraphraser Chéri Samba, qui est un immense peintre congolais, qui dit que les couleurs sont le langage des émotions. J'utiliserai, je vais dire un truc tout bête, j'utiliserai le bleu parce qu'il y a une fraîcheur dans ce bleu-là qui me plaît et qui interpelle différemment qu'un rouge. Mais c'est aussi l'absence de couleur et aussi un langage. J'affectionne depuis quelques années les clairs-obscurs et les dégradés, les couleurs qui s'atténuent jusqu'à disparaître, parce que ça crée un halo, ça crée un espace un peu onirique qui, lui, peut être interprété d'une manière ou d'une autre, oui. Donc on a parlé de beauté et de couleur. J'aimerais qu'on parle de beauté physique. Est-ce que ça a une importance dans votre travail? Dans l'une de vos premières séries qui se nomme Studio des Vanités, donc on voit des jeunes Africains. Donc est-ce qu'il y a une importance de leur beauté physique à eux? Et même, j'aimerais vous interroger sur le titre. Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est une façon aussi de dire leur fierté face à la caméra? Je commence par la dernière. En fait, c'est le studio de mes vanités. C'est moi qui suis fier d'eux. Et en fait, je suis tellement fan que j'ai envie qu'on les voit. Qu'on les voit
leur jeunesse, dans leur enthousiasme, dans leur ingéniosité, dans leur style. Beaucoup de ces looks ont été faits, c'est de la co-création. Une telle va ramener la jupe de sa mère, y rajouter des volants. Je me rappellerai, je ne sais pas si elle est dans le slideshow, mais si elle apparaît, je vous la montrerai. Mais le portrait de Khali qui s'est pointé à mon studio avec une jupe qui avait une traîne de 11 mètres. Et c'est beau. Et pour moi, c'est ça la beauté, c'est moins la beauté physique. Et puis tout le monde a une forme de beauté. Et tout le monde a une forme de... tout le monde est beau, en fait. Ce qui est beau, c'est l'amour propre, l'amour... une personne qui est belle, pour moi, c'est une personne qui a finalement compris qu'elle était assez. Et c'est un travail de tous les jours. Hein. On a tous des moments d'insécurité où on se trouve trop maigre. Alors, par exemple, moi, je trouve que j'ai un peu de ventre. Donc, juste pour vous dire. Mais en fait, ces moments-là où on se regarde et qu'on se dit, en fait, je suis assez beau parce que je suis bien dans la peau, c'est là qu'on est vraiment beau et tout le monde y a accès. Et c'est ça qu'en portraitiste, j'essaie de montrer à la personne que je photographie, parce que c'est pour elle. Le portrait n'est pas pour le photographe, elle est pour la personne dont on fait le portrait. Donc oui, j'arrive à voir de la beauté chez tout le monde, parce que tout le monde a ce moment de grâce. Et mon rôle, c'est de les aider à le trouver. Et d'ailleurs, dans vos photographies, la plupart des personnes sont noires. Donc j'aimerais revenir justement sur le concept de beauté noire. Donc la beauté, c'est une notion qui est assez abstraite. Elle dépend d'un contexte, d'une société. Et dans les sociétés européennes, pendant très longtemps, la beauté noire n'était pas considérée et pas montrée. Est-ce que vous élaborez des nouvelles normes de beauté au travers de vos photographies? Et est-ce que finalement vous rendez visible la beauté des personnes noires? Bon, alors, il faut savoir que j'ai vécu 41 ans au Sénégal, avec 99% de la population qui est noire. Donc, c'est par défaut mon sujet. Je n'ai pas toujours eu conscience de la dimension représentative. En toute honnêteté, en faisant le sujet des vanités, moi, je voulais faire une carte postale de Dakar et de ce hub que c'était pour l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, c'est un hub pour les Noirs du monde. Donc en faisant le portrait de Dakar, oui, j'apporte une strate à cette narration collective qu'en tant que Noirs, nous faisons de nous-mêmes. Et ça, j'essaie de m'en rappeler, c'est-à-dire que je suis conscient que mon travail est informé par ma culture, mon identité, et que les sujets que j'ai choisis, notamment l'esclavage, les mouvements de protestation des Noirs à travers le monde, aussi bien dans la Caraïbe qu'en Afrique du Sud, ou ici dans les banlieues françaises dans les années 70, tout ça, oui, il y a une dimension de représentation, mais ce que j'essaie de ne pas oublier, et ça c'est assez récent, hein, je vous dis, c'est de ne pas oublier de m'autoriser à penser à autre chose, parce que j'ai le droit. Et de toute façon, cette autre chose sera informée par mon expérience noire. Et malgré tout ce qu'on nous dit, moi je crois au progrès, je crois que nous avançons et que nous nous mélangeons et que maintenant, de nos jours, les publics sont mixtes. Et ils sont prêts à entendre ma perspective d'homme noir et aussi faire le distinct, mais aussi voir ma perspective en tant que juste artiste, en fait. Et oui, j'y crois. Et je pense que ceux qui essaient
de nous diviser en catégories et en sous-catégories sans beaucoup de bruit, mais il n'y arrive pas vraiment en fait. Regardez cette salle, on est un mélange. Ça marche en fait. Je reviens de Kyoto, où j'ai montré avec Lee Schulman une série faite ici qui parle de l'Amérique, et il y avait un public japonais qui était là pour entendre et qui était perméable à ma perspective d'homme noir, donc c'est plutôt cool, quoi. Et comment vos photographies sont reçues par les personnes qui sont photographiées? Est-ce qu'ils participent d'ailleurs au choix des vêtements ou des décors? Oui, oui, j'y tiens. J'y tiens, c'est une cuisine à quatre mains pour que ça marche, parce que sinon c'est pas ça, c'est autre chose. Il faut que d'ailleurs on discute énormément, il n'y a pas d'assistant, on est toujours tout seul. C'est très rare que j'ai du monde parce que c'est une rencontre, et je dis jamais à la personne que j'ai commencé à photographier. C'est une discussion, une espèce de maïeutique. Et j'ai besoin de ça parce que, encore une fois, je suis au service de la personne que je photographie, et il faut qu'elle puisse. Il faut que cette photo la connecte à ce moment-là, qui était un moment de grâce où elle s'est sentie belle, de l'intérieur et physiquement aussi. Alors à l'instant, on parlait d'une autre série Diaspora qui date de 2014 et qui est une série d'autoportraits en notable du 15e au 19e siècle. Et je me demandais dans quel répertoire vous aviez puisé. Je crois que là, il est plutôt question de peinture. Et au fond, quel est votre rapport dans cette série à la vérité historique? Alors, Diaspora a été un tournant pour moi. Je vais vous donner un peu le contexte dans lequel j'étais. Ça faisait, on va dire, 2 ans que j'étais photographe à temps plein. Ça commençait à marcher, je commençais un peu à faire des expos et pas que de la pub. Et même dans la pub, on m'autorisait à m'exprimer en tant qu'artiste. Et en fait, j'ai ma première résidence qui m'est offerte par un centre culturel qui est à Malaga. Et je me retrouve pour la première fois hors de Dakar, hors de mes amis. J'ai pas les gens que j'avais l'habitude de photographier, j'ai pas les tailleurs du marché Sandaga de Dakar qui me faisaient mes tenues, vraiment en dehors de ma zone de confort, mais avec une opportunité pour une fois de pouvoir me poser et juste étudier et chercher des inspirations. Et ce que je voulais surtout trouver comme inspiration, c'était... ce que je voulais étudier, c'était le traitement de la lumière sur des peaux foncées par les peintres baroques. Et donc, je commence à chercher des exemples comme ça, et je vois ce portrait de Juan de Pareja, qui était un métis de Antequera, qui était l'assistant de Diego, qui était d'abord son esclave, puis son assistant de Diego Velázquez, et qui est devenu lui-même un peintre renommé. Et en fait, je vois ce portrait en majesté. Ce n'est pas le portrait d'un maître avec une esclave derrière, c'est vraiment le portrait de cet homme noir. Et je continue, je tombe sur Jean-Baptiste Bellé, je découvre qu'il faisait partie de la Convention nationale, du Conseil des 500, qu'il était né à Gorée, à 3 km de là où je suis né, qu'il a été esclave à Saint-Domingue, qu'il a acheté sa liberté, qu'il est devenu un membre actif de la Révolution française. Ah, il y avait un Sénégalais. Je tombe sur Saint-Bénédicte de Palerme, je tombe sur, comme ça, plein d'exemples, et pas qu'en Europe. Je vois des vizirs en Inde au XVIIe siècle dont les tombeaux sont encore vénérés de nos jours. Je vois des officiers dans l'armée de Simon Bolivar, l'armée de la libération de l'Amérique latine. Et en fait, ça me donne envie de raconter cette histoire. Je commence à faire des brouillons en me disant, bon, je vais prendre un billet, je vais faire un aller-retour sur Dakar, je vais trouver des modèles, on va refaire ces photos, et je fais des brouillons. Et en fait,
je les montre à mon galeriste comme ça, juste pour dire je vais à Dakar, je vais re-shooter ça avec des modèles. Et heureusement, il me convainc de surtout pas changer et de garder en fait ces épreuves. Donc les premiers autoportraits étaient des brouillons. Et là, j'ai compris effectivement que tout ce que j'avais ressenti en endossant ces personnalités, en devenant eux le temps d'une séance, en fait, c'était ça qui était important. Parce que c'était une façon de dire au monde qu'on pouvait regarder ces personnes et se mettre un peu à leur place. C'est ce jeu-là, en fait, que le jeu de l'autoportrait, c'est ça. Et si c'était moi? C'est une façon de naviguer dans le temps et de se voir dans l'histoire de ces êtres humains, qui sont certes noirs, mais qui sont des êtres humains, qui ont été des bébés donnés en cadeaux diplomatiques et qui sont devenus, malgré, envers et contre tout, des philosophes, des académies, des scientifiques, des confidents de souverains et de souveraines, des diplomates. J'ai trouvé que l'autoportrait me permettait de raconter ces histoires-là. Est-ce que la dimension performative vous intéresserait? Alors, je ne sais pas. Parce que ce qui importe pour moi, en tout cas quand je fais de l'autoportrait, c'est de raconter. C'est moins de faire, de produire une performance que d'inviter le public à s'imaginer dans les habits d'eux. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous emmener dans ce pèlerinage que je fais dans une identité que je trouve remarquable. On m'a souvent posé la question pour Diaspora, parce que dans Diaspora, il n'y avait pas de personnages féminins. Pourquoi je n'avais pas à incarner des personnages féminins? Et la réponse, c'est que là, pour le coup, la performance de devenir un personnage féminin aurait pris le pas sur l'histoire de ce personnage féminin que j'essaie de mettre en avant. C'est un jeu assez ambivalent parce qu'à la fois je mets mon visage, mais je suis en train de dire que c'est pas moi. C'est un peu marcher sur le fil et c'est pas toujours simple. Je le reconnais. Est-ce qu'il vous arrive de photographier hors du studio, c'est-à-dire hors de la mise en scène? Ça m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai été invité par une maison d'édition à faire un travail sur Deauville. Oui, donc j'ai fait cette tête. Deauville, vous êtes sûr? Parce qu'à l'époque, c'était il y a un peu plus de temps, parce que j'habitais encore à Dakar. Et en fait, cette maison d'édition voulait justement le regard d'un Dakarois sur Deauville. Donc, grosse page blanche qui a duré 18 mois. Je n'ai pas produit une image parce que bon, moi, ce que je photographie, c'est les gens déjà. Et j'ai pas réussi à trouver les connexions, à établir des liens qui m'ont donné envie de faire des portraits de personnes. J'ai fait des portraits de maisons. Et donc, en fait, je me suis baladé dans Deauville pendant 2 ans et j'ai photographié les maisons comme si c'était des personnes. Je les ai isolées, donc il y a un gros travail digital. Et en fait, sur chaque page de ce livre, il y a le portrait d'une maison. Et donc, oui, je suis sorti du portrait sans trop en sortir, mais j'ai travaillé dans la rue, ce que je n'avais pas fait depuis une bonne dizaine d'années. Et argentique numérique, c'est une question qui se pose? Numérique. Numérique, c'est par le numérique que j'ai appris la photographie professionnelle. Et puis, encore une fois, j'ai de plus en plus du mal à me présenter comme photographe, parce qu'effectivement, au sens technique de la chose, il y a un moment dans le processus créatif où je prends l'appareil photo et je photographie,
Mais le résultat final est un résultat qui est assez hybride. Il y a du collage digital, il y a la dimension de design aussi et de set design, il y a l'écriture, il y a le stylisme. Donc quand je photographie, je collectionne, en fait je collecte des pixels qui sont une matière première et le gros du travail en vrai, il se passe avant la séance de prise de vue et après. Et il y a aussi de la digitalisation d'archives qui deviennent finalement des matières premières, comme ici, ces fruits et légumes, c'est des scans à très haute résolution de manuels d'histoire naturelle, c'est des choses que j'ai glanées par-ci par-là. Donc la photographie est une partie de ce que je fais, mais c'est assez multiforme. Et j'aimerais revenir donc sur votre série historique. On voit l'ajout d'accessoires du football comme des gants, des ballons. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est par égard pour les œuvres qui m'ont inspiré, parce que chacune des images de Diaspora est une, on va dire une réinterprétation d'une peinture ou d'une sculpture. Je ne voulais pas faire de reproduction à l'identique parce que pour moi l'art est une conversation. Quelqu'un jette quelque chose dans l'univers et libre aux autres artistes de se l'approprier et d'y répondre par autre chose. Et aussi parce que je voulais ramener ces personnages dans le contemporain. Je trouve que ces personnages étaient des ambassadeurs finalement d'une forme d'excellence noire et que la royauté actuelle du football est aussi, enfin, comporte aussi cette excellence noire-là qui est célébrée, qui réussit, mais qui aussi doit faire face de temps en temps aux pires travers de notre société. Je parle du racisme dans le sport d'une manière générale, mais surtout sur les gradins des stades de foot. On peut très bien être ballon d'or et recevoir des pots de banane le lendemain et des cris de singe. C'est un peu ce que, enfin, toute proportion gardée, ce mélange de gloire et d'ostracisme que je voulais aussi évoquer. Et puis, ça permet, encore une fois, d'arrêter ce fameux pouce qui va trop vite. Mais pourquoi, qui est ce personnage? Pourquoi il est habillé ainsi? Mon rôle, c'est justement de provoquer de la curiosité. Parce que derrière la curiosité, il y a potentiellement une empathie. On peut être séduit par l'histoire de Don Miguel de Castro, qui était par exemple un ambassadeur envoyé à la fin du XVIe siècle par son roi dans le Congo actuel, auprès de la reine du Portugal, pour une mission diplomatique, pour leur dire en gros arrêtez de venir chercher des esclaves ici. Ça a existé. Et c'est quand même assez génial comme histoire à raconter. Vous imaginez quitter le Congo, passer par le Brésil pour se retrouver au Portugal en mission diplomatique. C'est quand même dingue. Au fond, dans ces séries, dans Diaspora, dans Liberty, A Chronology of Black Protest, qui est 2 ans plus tard, en 2016, on a le sentiment que presque vous prenez la plume d'un historien, que c'est une entreprise d'écriture d'une histoire. Oui, une tentative. Je dirais que je n'ai pas la prétention d'être un historien. J'essaie d'être un conteur. Parce que derrière mon conte, moi, il y a c'est lui, Jean-Baptiste Bellay, le révolutionnaire. Derrière mes contes, il y a une vraie histoire. Et en fait, ça marche. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle est sortie, cette série.
chaque mois, je reçois un mail de quelqu'un qui a découvert quelqu'un. Ah, vous devriez faire l'autoportrait de un tel. Est-ce que vous connaissiez? Et ça vient de partout. Hein. Ça vient vraiment de partout. Les gens vont sur Google, se documentent, ils ont envie d'en savoir plus. Parce que ce sont des belles histoires, c'est des histoires de résilience, c'est des histoires de héros. Le feedback qui m'a le plus touché à propos de cette série, c'est le feedback de mon neveu, le fils de ma sœur, qui est né en France, qui est noir comme moi, mais qui est français. La France est son pays et il est très bien ici, mais qui m'a dit qu'il a compris à travers cette photo de Jean-Baptiste Bellé que son histoire avec la France, elle ne remonte pas à 1986 quand sa mère est venue en tant qu'étudiante, elle remonte à beaucoup plus longtemps et qu'en fait, en tant qu'homme noir, il est de la lignée de ces Français-là qui contribuent depuis. Et c'est beau, moi ça m'a vraiment super ému, c'est ça que je voulais, produire des choses qui nous aident à partager un passé commun, parce que c'est possible, à y faire face. Des fois c'est moche, mais des fois c'est beau aussi le passé, et il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut se l'approprier. Et dans votre série Liberty, vous utilisez des répétitions de figures. Quel sens vous donnez à ces répétitions? Alors, c'est simple, ça me permet d'être encore moins moi et de devenir un soldat de plomb. Liberty, c'est une série qui traite, c'est une série qui vient après Diaspora, et c'est une série qui traite des mouvements, et donc qui présente des groupes de personnes, des idées. Il y a les Black Panthers, il y a la marche de Selma Montgomery, Martin Luther King. Il y a la révolte estudiantine des jeunes de Soweto sous l'apartheid. Il y a la grève, le premier mouvement syndical en Afrique subsaharienne, qui a été la grève des cheminots en pleine période coloniale. On parle de 1937. Mais des mouvements plus récents aussi, tels que Black Lives Matter. Et en fait, le massacre des tirailleurs sénégalais, enfin des soldats africains des forces alliées de la Deuxième Guerre mondiale, à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, de démultiplier, ça permet de vraiment encore plus brouiller les pistes et évoquer un mouvement. Et la question se pose moins de savoir si ce sont des autoportraits au sens selfie ou l'évocation d'un mouvement, d'un groupe de personnes. Il y a un autre sujet qui apparaît un peu plus tard dans vos images, notamment avec la série Allegoria, ça c'est en 2021. Comment aujourd'hui vous percevez la question de l'écologie sur le continent? Est-ce que au fond c'est possible encore d'être optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste? Je le suis, on n'a pas le choix. On a ce devoir d'être optimiste. Mais ce qu'on devrait essayer de faire, c'est d'aller prêcher la bonne parole partout. Parce qu'on le fait beaucoup dans les villes, on le fait beaucoup entre nous qui avons accès à l'information. On fait des efforts dans notre quotidien, on trie, on essaie de prendre le train, on dit non à certains voyages qui font envie. Mais nous sommes une minorité et nous ne sommes pas, et notre souffrance n'est pas la pire quand il s'agit des conséquences du réchauffement climatique. Moi, j'aimerais que ce que nous disons entre nous qui avons accès aux données, à l'information, à la conscience écologique, j'aimerais bien qu'on aille le dire aussi dans les zones rurales, notamment en Afrique, parce qu'eux, ils souffrent déjà. Moi, j'ai grandi dans le Sahel. Le Sahel se dessèche depuis les années 70. Les sécheresses dont on parle en Californie, nous, on connaît ça depuis les années 70. Moi, je suis né dans ça. Les hivernages qui disparaissent,
des moussons qui étaient censés qui duraient 4 mois avant et qui durent maintenant 2 semaines à peine, et qui provoquent cet exode rural et cet exil des jeunes du continent. Je suis optimiste, mais je ne veux surtout pas qu'on oublie de répandre la conscience en dehors des villes, des milieux intellectuels, et qu'on aille aussi parler à la génération qui vient. C'était un peu l'objectif de ma série Allegoria, celle avec les collages. À terme, ce que je voudrais faire, c'est produire avec cette imagerie-là, qui est quelque part un peu enfantine, refaire un peu comme un peu comme des fables de La Fontaine, mais à l'africaine, avec un message écologique, une vraie éducation à la question pour les jeunes hors des villes, dans les petites écoles des villages. Donc si quelqu'un veut m'aider, je suis preneur, mais oui, il faut qu'on parle à plus de monde en fait sur cette question. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le vêtement et le vêtement africain. Donc, dans votre série Allegoria, on voit que vos personnages portent pas mal de vêtements africains. Pendant longtemps, c'est des vêtements qui étaient perçus comme traditionnels ou folkloriques. Est-ce que vous réussissez à en faire un vêtement de mode dans vos photos ? Oui, je ne suis pas le seul. C'est vrai que moi, ce qui me frappe quand j'essaie d'y aller aussi souvent que possible, quand je vais à Dakar, ce qui se passe dans la mode, c'est assez fabuleux parce qu'il y a une espèce d'hybridation entre les tenues africaines, sahéliennes et la mode du monde, quoi. C'est assez génial à voir. Et j'essaie aussi de transmettre un peu cette énergie dans mes choix vestimentaires. J'essaie d'allier les deux, parce que déjà c'est beau. Et puis aussi en termes d'imagerie, là on parlait d'Allegoria, j'ai envie de montrer sur une série qui parle de l'écologie, du bien vivre avec le vivant, j'ai envie de dire. J'ai envie de voir des hommes en caftan, j'ai envie de voir des gens qui ressemblent aux gens de Dakar, parce qu'il n'y en a pas assez. Et il y a cette expression américaine qui dit qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on ne peut pas voir. Et donc, c'est donner à voir cette vision-là aux gens de chez moi aussi. Vous ont parlé tout à l'heure des tissus, des sensations aussi. À l'occasion d'un travail que vous avez fait avec Bernardo, vous êtes sorti du champ de la photographie pour aller vers la sculpture. Vous avez fait une sculpture en porcelaine qui s'appelle Tuki, qui est aussi un autoportrait. Qu'est-ce que c'est que les matières pour un photographe ? Comment vous avez travaillé en fait avec les artisans de Bernardo ? Avec les artisans de Bernardo, ça a été un assez long processus parce que j'ai voulu dans cette statue incorporer des éléments symboliques qui ramènent à des périodes auxquelles je suis très sensible en termes de statuaire africaine. Je parle de la 25e dynastie d'Égypte, qui étaient des pharaons qui étaient remontés du royaume de Kouch, qui étaient donc des pharaons soudanais, noirs, qui ont créé une statuaire qui est extraordinairement belle, en granit noir, avec des incisions rehaussées à la feuille d'or. Il y a aussi la statuaire Ibo, c'est ces fameuses têtes qu'on peut voir au British Museum,
qui portent des scarifications qui sont gravées sur les tempes et sur le front. Donc, incorporer tout ça avec les savoir-faire classiques d'une maison aussi ancienne que Bernardo, elle date de 1863. C'était un processus assez extraordinaire. Les moulages, les essais, il y a même certains secrets de fabrication que je ne connais pas moi-même. Mais l'aboutissement, c'est donc cette statue en porcelaine qui représente la tête d'un jeune africain. Et c'est un travail que je débute sur la notion du voyage, de l'exil, mais dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension onirique. Partir, changer de vie, c'est un peu commencer une épopée personnelle. Et en fait, je suis en train de faire un travail de réflexion sur cette notion-là, qui va certainement m'amener à parler aussi des questions migratoires, parler du pourquoi et parler de la mobilité aussi, et m'interroger sur le fait que de nos jours, une partie de ce monde a le droit d'aller où elle veut et une autre n'a pas le droit. C'est un sujet qui, j'en suis vraiment au début, hein, mais c'est un sujet auquel je vais m'attaquer. Dans les discussions qu'on a eues avant le dialogue, vous avez aussi parlé de la tapisserie européenne, que vous vouliez aussi vous attaquer à ça. Est-ce que vous aimeriez confronter justement cette tradition occidentale avec les savoir-faire textiles africains? Oui, et je ne serai pas le premier d'ailleurs. Il y a la manufacture de Thiès qui est au Sénégal, qui a été fondée par le président Senghor, qui fait des tapisseries qui sont assez extraordinaires. Il y a eu une exposition il y a quelques mois ici à Paris de collections privées, de chefs-d'œuvre de la tapisserie. Et puis, il y a le pagne tissé chez nous. Toutes Sénégalaises qui se respectent, enfin tous Sénégalais d'ailleurs, qui se respectent à un pagne de naissance, un pagne qui a été tissé par la tante paternelle et qui a été offert à la maman et avec lequel on est enveloppé dès la naissance. C'est tissé à la main, fil par fil. C'est une tradition extraordinaire qui remonte à très longtemps. Et effectivement, confronter ça à l'art de la tapisserie française, ce serait le rêve. Là aussi, je jette ma pierre dans l'univers. Si quelqu'un a des connexions, je prends. On va y réfléchir. Ouais. Mais Being There, c'est le titre de cette série qui est visible, qui était visible à Kyotographie il y a très peu de temps encore, que vous avez faite avec Lee Schulman. Comment deux photographes travaillent-ils à quatre mains? Alors, tout est parti de l'invitation de Lee Schulman, qui est un artiste et réalisateur qui collectionne depuis plusieurs années des diapos, des photos de famille, et qui compose depuis quelques années des collections thématiques. Le plus gros de sa collection, qui avoisine le 1 million de diapos, ce sont des photos de l'Amérique des années 50, 60. Donc, c'est un portrait de cette Amérique insouciante, les 30 glorieuses. Bon, sauf que ces années n'étaient pas glorieuses pour tout le monde. C'est aussi les années de la ségrégation. Pendant ces mêmes années-là, Martin Luther King militait et des Noirs se faisaient tuer pour leurs droits civiques. Et ces Noirs-là sont absents dans cette collection. On en voit très peu. On voit surtout qu'il n'y a aucune mixité sociale. Et
lui connaissant mon travail d'autoportrait et puis ce voyage dans le temps que je fais depuis plusieurs années, a eu l'idée de m'inviter à produire avec lui une série dans laquelle je mise dans ses photos comme si j'avais toujours fait partie de ces photos de famille. Parce que dans toutes ces photos, il y a toujours une chaise qui est vide parce que quelqu'un s'est levé pour aller prendre la photo. Et hop, c'est là que je compte. C'est de la co-direction. Lui est derrière l'appareil photo, donc pour une fois, je n'ai pas à gérer l'appareil, ça m'a fait des vacances. Mais on part toujours d'un storyboard, les images sont collées sur le mur, on regarde dans quel endroit, on cherche quel angle je dois... Il y a une partie technique aussi, il faut le bon angle pour pouvoir m'insérer par Photoshop, il faut le bon éclairage, la bonne ombre. Quand il n'y a pas d'ombre, il faut la créer, il faut recréer ce grain de l'analogique qu'on n'a plus parce que le digital est trop précis. Donc il faut recréer du flou de mouvement, du flou. Et en fait, c'est un travail à plusieurs mains. On a été une bonne équipe. On a été une bonne douzaine de personnes entre la styliste pour trouver les bons looks authentiques des années 50 et 60, les éclairagistes, les retoucheurs. C'est un gros travail d'équipe, ouais. Et dans cette série, on vous voit beaucoup sourire. C'est des photos qui sont assez drôles, voire ironiques. Est-ce que l'humour, ça a une place dans cette série? Et est-ce que ça a une place dans vos photos de manière générale? Ah oui, l'humour est nécessaire. Je dirais même que c'est un acte de résistance, en fait. Parler de sujets qui sont douloureux, de personnes qui ont été arrachées à leur société, qui sont devenues des esclaves, même si elles sont redevenues après des notables, c'est quand même traité de l'esclavage. On parle de 12 millions d'Africains qu'on a arrachés du continent, 12 millions. Mais on peut le faire avec une pointe d'humour, avec un ballon de football ici, parce qu'on peut s'instruire sans souffrir. Dans Being There aussi, mon sourire est un sourire narquois, c'est un sourire de... Je sais très bien que c'est pas possible, mais justement c'est ça que j'ai envie qu'on voit comment c'était pas possible et comment c'est sordide en fait. Qu'on puisse penser que on peut se grouper selon sa couleur et vivre sa vie comme ça dans un monde, c'est pas possible en fait. On est heureusement condamnés à vivre ensemble, autant bien le faire, quoi. Donc c'est le sordide de cette situation qui me fait sourire dans ces images. Il y a un autre pan de votre travail dans lequel vous avez été directeur artistique pour des designers africains ou bien pour des marques comme Lancel. Vous avez aussi photographié 18 collaborateurs africains de Pernod Ricard. Oui. Est-ce que quand vous travaillez dans ces contextes-là, vous photographiez différemment du reste de votre travail? Non, et c'est d'ailleurs la condition, c'est vraiment la condition incontournable. Si j'ai pas la licence de faire ce que j'ai envie de faire, en général, je préfère ne pas apprendre le job. Et puis j'essaie aussi de ne pas faire juste des pâles copies de ce que je fais en tant qu'artiste parce que ça dévaloriserait. Disons que quand c'est une commande, je remets mes habits de portraitiste et là il s'agit de faire le portrait d'eux. Et donc ça peut être le portrait de quelqu'un ou d'une marque que j'aime bien. Il faut aussi que là par exemple c'est Fada Freddy qui est un chanteur rappeur sénégalais dont j'étais fan quand on était ado. C'est l'un des premiers groupes de rap et des années plus tard, l'année dernière, sa maison de disques me contacte, me demande si j'ai envie d'illustrer. Là, je me redeviens l'autoportraitiste et c'est vraiment le portrait d'un fan à la limite.
c'est ce genre de commandes-là que je prends, quoi. Ouais. Et dans ces photos commerciales, je ne sais pas si on voit, mais vous photographiez des personnes qui ne sont pas noires, donc des personnes blanches ou d'autres personnes racisées. Est-ce que vous avez utilisé les mêmes ressorts photographiques pour photographier ces personnes? Absolument. Dans mon studio, vraiment, ça a l'air d'un slogan, c'est peut-être nul ce que je vais dire, mais dans mon studio, personne n'a de couleur. T'es là parce que je suis content de te photographier, quoi, et j'espère que tu es content d'être là. C'est la seule condition. Mathématiquement, il y a eu plus de noirs qu'autre chose, mais ça reflète aussi ma réalité, quoi. Encore une fois, tout ça s'est fait à Dakar et la réalité de Dakar. Et à Dakar, il y a eu des portraits de non-sénégalais aussi, hein. Donc, ouais, non, c'est les mêmes ressorts, c'est le même dialogue, c'est le même échange, que ça soit pour le calendrier Lavazza ou pour... c'était quoi ce truc? C'était le salon de l'automobile 2013 à Dakar. C'est la même chose. Ouais. Alors, parmi les projets en cours, il y a une exposition qui va ouvrir cet été, encore, c'est un peu la suite de Touki, encore avec Bernardo, et qui va être une fresque en porcelaine de 7 mètres de long, et qui présente une sorte de nouvelle technique avec des scans de gravure, c'est bien ça? Oui, enfin, je l'avais un peu débuté avec cette série-là, mais là, je vais beaucoup plus loin. C'est assez monumental comme œuvre. J'ai jamais rien fait d'aussi physiquement grand. C'est à s'y perdre. Ça a été un challenge technique, d'autant plus que je travaille vraiment tout seul. Mais c'est le projet dont je parlais tout à l'heure, c'est le projet autour de Touki. Donc, cette notion du voyage, cette notion de l'exil et du droit aussi à l'ailleurs. Et le concept de nostalgie de l'inconnu, quand on s'élanguit d'autres terres. Et comment je pense que c'est un droit que tout le monde devrait avoir. Alors on approche de la fin de cette conversation. Donc dernière question pour finir. Est-ce que au travers de votre photographie, vous avez l'impression de changer les normes esthétiques, les normes de beauté et de proposer en fait un nouvel imaginaire? Je pense que j'aurais pas cette prétention. Enfin, j'espère. Mais je sais que ça prend plus qu'un seul photographe ou plus qu'un seul artiste. Et que peut-être qu'à posteriori, en regardant, je réaliserai que en fait, je faisais partie de tel ou tel mouvement. Waouh. Ouais, non, je dirais, j'espère. J'espère. Alors avant de nous séparer, on a préparé quelques questions qui sont devenues une sorte de rituel dans ce 7 à 9 de Chanel, une sorte de questionnaire de Proust que nous avons revisité. Super. Alors, votre vêtement préféré? En ce moment, c'est ses chaussures. J'en serais dingue. On veut le voir. Non, parce qu'elles ont, elles ont un côté années 70. Elles ressemblent aux chaussures de mon père sur ses photos quand il était un peu yéyé. Et en fait, ouais. Bon, je ne les mets pas pour aller acheter du pain, mais en toute honnêteté, oui. Une musique dans votre vie? Ah, ça c'est compliqué. Un genre musical ou je dirais la grande musique mandingue, je dirais Salif Keita, je dirais
cette musique de conteur, deux, trois guitares et quelqu'un qui chante, et c'est l'avant blues. Ouais, ça c'est la musique qui me nourrit, oui. Une mode qui vous agace? Ouh. Non, en fait, j'aime l'expression par le vêtement. En fait, il n'y en a aucune qui m'agace. Certaines me font sourire, oui. Je n'en dirai pas plus. Alors, comme on est chez Proust, votre Madeleine de Proust? Alors, c'est la bouillie de mil au lait caillé à la vanille que ma grand-mère faisait les matins d'Aïd. Parce qu'en fait, l'Aïd, il y en a deux, mais l'Aïd de fin de Ramadan, pour ponctuer la fin de cette souffrance physique qu'est le jeûne. Pendant 30 jours, on a 2 repas sur 3 et sous nos latitudes, ça a fait mal. Il y a cette espèce de... Ça a la texture du risotto, mais c'est fait avec du mil et qui est nappé d'un lait à la vanille. Enfin, c'est une tuerie. Et c'est servi le matin avant d'aller à la mosquée avec le gros caftan que maman a fait et l'encens que ma grand-mère allumait. Ouais, ça, c'est ça, ma Madeleine de Proust. Pour rester un peu sur la nourriture, votre plat sénégalais préféré? Ah, le keboudian, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un riz. Attendez, je vais vous le décrire, je vais essayer. Alors, c'est un riz au poisson, au tamarin, aux 3 tomates concentrées, fraîches, séchées, avec tout ce qu'il y a dans la mer, tous les crustacés que vous pouvez imaginer, langoustes, crevettes, du poisson noble, de belles darnes, et tout ce qu'il y a dans le potager. Et ça prend des heures, ça prend 5 heures, et c'est un art, et c'est une tuerie. C'est une paella, mais fois 10 000. C'est mon plat préféré, ouais. L'endroit que vous préférez sur la Terre? Ah, j'aime mon lit. J'aime mon lit quand j'ai le luxe d'y retourner. J'aime mon lit. J'aime mon lit. Ouais. Mais sinon, c'est Dakar, c'est la pointe des Almadies. Ouais, c'est Dakar quand même. J'aime beaucoup Paris, mais c'est Dakar quand même, oui. Ouais. Votre luxe? Un truc que j'apprends en ce moment, c'est faire ses propres pâtes. Ça, c'est un luxe, ouais. Ouais, ouais. Alors, on ne sort pas du tout de bonnes choses. Le casting d'un dîner idéal? Ah. Je veux pas le stander. S'il a le temps, Victor Hugo. Marguerite Yourcenar, mais elle est un peu impressionnante, donc je ne sais pas si j'oserais. Cher Anta Diop. Et puis pour l'ambiance, Grace Dance. Ouais. Ça va être formidable. Ouais, ça va être pas mal ça. Merci beaucoup, merci Omar Victor Diop. Merci, Maison. Merci. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Vous avez des questions pour Omar Victor? Est-ce qu'il y a un... Ouais. Il y a un micro pour le soir. Bonsoir et merci beaucoup pour justement cette conversation qui est très inspirante.
Et j'aurais aimé savoir un peu plus sur votre processus technique, justement, où vous parliez du fait que les pixels sont la matière première, mais que du coup, il y a un très grand travail avant et ensuite post-shooting. Donc voilà, j'aimerais vous emmener un peu dessus. Alors, la première étape, ça va être l'écriture. Si c'est un autoportrait, ça va être un monologue. Comme je dis, je suis Jean-Baptiste Bellé, je suis ceci, je suis ceci. Et ça, c'est traduit ensuite en images dans ma tête. Je ne suis pas très bon dessinateur, normalement c'est là que j'aurais dû dessiner. Et je passe aux vêtements. Donc soit il y a une référence visuelle, donc là il s'agira d'essayer de recréer le vêtement. Il s'agira d'essayer de recréer le vêtement, ou alors il faut l'imaginer, et là dans ce cas ça peut être mes fringues à moi, ça peut être de la fripe, ça peut être un designer qui a un truc qui est intéressant, et ensuite soit c'est du fond vert comme là, enfin un fond neutre ou hybride, parce que certaines de ces plantes sont vraiment dans le studio. Et donc après, c'est les longues heures devant l'ordi à essayer d'obtenir l'image que j'ai en tête. Et ça peut être assez long. Ouais. Et bon, c'est peut-être parce que c'est un plaisir aussi que ça peut être assez long. Donc en gros, c'est ça le processus. Et puis après, pour marquer l'aboutissement d'une série, je vais peut-être agréger tous les petits textes, toutes les petites notes que j'ai faites pour en faire un propos, quoi, qui définit qui présente la série. Et des fois, j'ai la chance que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Ça peut être une historienne de l'art, ou ça peut être quelqu'un qui en sait plus que moi. Et quand c'est le cas, c'est un honneur. Ouais. Mais en gros, c'est ça le processus. Et selon la nature du projet, telle ou telle partie va être plus ou moins longue, quoi. Ouais. Bon. Merci à vous. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir Omar. Bonsoir à tous. Oui, on se connaît. Alors, une question pour revenir sur ton travail avec Tutti. Donc là, tu sortais de la photographie pour appliquer ton travail d'autoportraitiste à de l'objet, donc en l'occurrence une sculpture. Est-ce que tu t'inscris quand même dans la photographie avec ce travail-là, ce type de travail? Est-ce que tu veux sortir de la photographie pour t'inscrire justement davantage comme autoportraitiste appliqué à d'autres matériaux? Est-ce que tu aimerais explorer cela dans d'autres projets par la suite? Super question. Ouais, je pense qu'en fait, c'est ça qui me plaît. Enfin, ce que je trouve être un privilège, c'est de pouvoir continuer l'autoportrait sous d'autres formes. Et on parlait tout à l'heure des tapisseries. Ouais, why not? Ou même de la vidéo. C'est vraiment... l'autoportrait me permet de sauter de branche à branche, quoi. Et je pense que, effectivement, enfin, je pense et j'espère que c'est le début d'autres expériences sous d'autres formes d'art. Ouais. Merci. Voilà. Dans un ordre d'idées voisin, on commençait avant la rencontre à parler d'écriture et de la place de plus en plus importante que prenait l'écriture. Oui, parce que, en fait, je pense que c'est l'écriture qui m'a... En fait, j'ai réalisé après coup comment certains romans m'ont vraiment profondément influencé pile au bon âge, quoi. J'ai lu, je parle toujours de Maryse Condé, mais c'est parce que j'en suis un fan absolu. Le premier roman vraiment sérieux que j'ai lu, c'était Ségou, qui est une épopée en 3 tomes qui parle de l'Empire du Mali, au moment où le premier homme blanc arrive sur les berges du fleuve Niger et qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est quoi ça.
Et ça remonte jusqu'à l'histoire de la même famille, hein, une fratrie de 4 et leur descendance. Et ça remonte jusqu'à l'Amérique des années 60. Et ça raconte comment cette famille est dispersée, comment certains s'en sortent, certains d'autres, certains pas. Et ça m'a fait prendre conscience du fait que 400 ans, dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Et que, en fait, c'est ce qui m'a permis de voir, quand je regarde un Antillais, jusqu'à présent, quand je regarde un Africain-Américain ou que je regarde quelqu'un de l'île Maurice, en fait, c'est un Africain. Les Noirs américains sont vraiment... en fait, ça m'a permis de garder cette conscience du fait qu'en fait, on est encore le même peuple et que des passerelles, je dirais pas peuvent, mais doivent être maintenues. Ça m'a permis de comprendre, par exemple, le blues et de voir la connexion entre un B.B. King et un Salif Keita, de voir dans le gospel des survivances de chants bantous. Ça m'a permis de comprendre un peu cette connexion et ça m'a passionné. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir ses cousins d'en face et de renouer un peu les ponts et puis raconter notre histoire parce qu'en fait, elle est belle. Hein. Elle est belle cette histoire et on a envie de la partager. Il faudrait la partager. Et en fait, tout ça est parti de la littérature, tout ça est parti de ce roman qui pour moi est un roman déjà qui est tellement beau. La plume de Marie Scondé est juste extraordinaire. Sa façon de raconter ces sociétés anciennes, de raconter les femmes, de remettre du contexte, puis la valeur historique aussi de ces romans, c'est vraiment de la très grande littérature. Ségou, si vous avez le temps, si vous avez envie, un livre de vacances où vous avez le temps, lisez-moi Ségou. Moi, je le relis très souvent. Ségou, S-E-G-O-U. Ségou, c'est une ville au Mali, qui était capitale de l'Empire mandingue au XVIe siècle. Est-ce que c'est une nouvelle conclusion? Ah non. Merci, bonsoir et merci pour cette présentation de votre travail absolument passionnante. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit que j'ai trouvé assez touchant dans votre travail. Ça va être cette question du multiforme, de l'hybridation et comment votre façon de naviguer finalement de façon très fluide à travers l'histoire, les récits d'autres personnes que vous venez agréger par collage de votre propre personnalité dans vos photographies et pas que, mais voilà. J'aimerais savoir si pour vous c'est aussi une certaine forme d'écriture d'une liberté, qu'elle soit dans la couleur, dans la matière, ou plutôt à travers justement ces espaces-temps que vous faites vôtres d'une certaine manière. Oui, merci, c'est une super question. En fait, je vais vous dire, hein, ça fait... si on part de 2011, qui est vraiment ma première expo, rencontre de Bamako, donc ça fait quoi? Ça fait 14 ans, je suis encore incrédule du privilège que c'est d'en vivre, quoi, et puis d'avoir des gens que ça intéresse, et de le faire librement, quoi, et j'essaie de faire de telle sorte que chacune de mes productions artistiques est vraiment une affirmation de cette liberté-là. Je ne l'ai pas appris, j'ai essayé et ça a intéressé des gens, quoi. Je veux garder cet esprit-là et le célébrer parce que c'est pas tous les artistes qui ont la chance de rencontrer leur public de leur vivant. Il y a des gens qu'on a découverts trop tard. Et à chaque fois que j'ai envie de censurer une idée, à chaque fois que j'ai une idée qu'elle est saugrenue,
En fait, non, je lui donne une chance. Je n'ai pas le droit de ne pas lui donner une chance. Et donc, en ce sens-là, oui, c'est une célébration de la liberté créative, quoi, et en croisant les doigts, en espérant que les gens comprendront. Mais oui, et merci pour votre question, elle est vraiment très très belle. Personne ? Merci beaucoup. Merci à vous.